acte 2, gouvernance et financement des SERM, avec une place de choix pour les régions, dont on a déjà un peu parlé à propos du nouveau versement mobilité, et qui seront représentées surtout par les régions de la moitié sud de notre pays, puisque nous avons en ligne Jean-Pierre Serrus, vice-président de la région sud en charge des mobilités, et également en ligne parce qu'il a été bloqué par le train malheureusement qui devait l'amener à Annemasse et qui a été annulé, Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie, représentant la présidente Carole Delga, présidente des régions de France. Mais pour poser les enjeux de gouvernance, nous avons la chance d'avoir, et cette fois-ci pour de vrai et pas en ligne, le cabinet de consultants d'Ilitel, représenté par Michael Tovel et Arsène Ruhlmann, à qui, donc, Monsieur Tovel, à vous de nous présenter de façon synthétique les enjeux de la gouvernance des SERM. Bonjour à tous, on va faire sans présentation, c'est pas très grave. Merci beaucoup pour l'introduction. Moi j'aimerais parler essentiellement, non pas, gouvernance c'est important, mais également le sujet du financement des services express régionaux métropolitains. Pour vous dire qu'en fait, ce thème des SERM, il répond à trois des grands impératifs en fait, de financement de la mobilité de demain. Il y en a un premier qui tourne autour du verdissement des flottes. C'est un travail qui est déjà engagé, notamment en France, avec la conversion des flottes de véhicules privés à l'électrique, avec beaucoup de soutien des collectivités, de l'État, pour investir dans les bornes de recharge et essayer d'insuffler un vent de renouvellement dans les flottes automobiles. Je crois que l'année dernière, c'est 1,5 milliard qui ont été donnés à ce pan de financement. Le deuxième sujet, qui est un petit peu plus lointain, qui nous préoccupe pas encore beaucoup aujourd'hui, je trouve que c'est le sujet de l'adaptation de nos infrastructures au changement climatique. On est bien conscient que la température de cette planète va augmenter au moins de 3 degrés d'ici à 2100 et qu'on va devoir faire face à un certain nombre de catastrophes climatiques qui vont grossir. Donc ça va être un sujet d'investissement, alors peut-être pas pour demain, mais pour après-demain qui va devoir être anticipé. Et ensuite, le dernier sujet, là où on est beaucoup en retard en France, c'est le sujet du report modal. Et c'est le thème véritablement des SERM. Et quand on regarde les 24 SERM sur l'enjeu qu'ils représentent, c'est un vrai sujet transformant en fait pour la mobilité de notre pays. Alors quelques chiffres, 18 millions d'habitants en fait sur les territoires des SERM. C'est un petit peu plus d'un tiers de la population en dehors de l'Île-de-France. C'est à peu près 18 milliards de trajets qui sont générés tous les ans par ces mêmes populations, mais moins de 14% en fait de part modale pour les transports collectifs, c'est encore peu. Et puis si ensuite on zoome sur le système ferroviaire, c'est encore moins, puisqu'on a moins de 13% en fait des PAX ferroviaires de proximité qui sont générés dans ces territoires. Donc c'est un enjeu absolument important auquel demain doivent répondre les SERM. Et qui dit enjeu important, dit et transformant, dit choc d'offres, également choc de financement. Donc il y a un certain nombre d'évaluations qui ont été faites sur les postes de coûts de ces SERM, alors entre 10 et 40 milliards d'euros selon les estimations. C'est quasiment l'investissement qui a été porté sur le Grand Paris Express. On parle beaucoup d'infrastructures ferroviaires, c'est bien normal, le triplement, doublement des voies, l'investissement dans les gares. Moi, j'insiste sur un sujet de financement qui tourne autour des pôles d'échange intermodaux et multimodaux, puisqu'en fait,
Ces SERM vont desservir des territoires moins denses et il y a certainement une part importante de financement et plus importante de financement qui va devoir être consacrée aux zones de stationnement, au parking. La voiture sera encore prépondérante et partie prenante en fait de l'acheminement vers les gares des SERM. Il y a le sujet évidemment des gares routières, l'accueil des infrastructures de micromobilité et puis également l'investissement que devront porter les collectivités dans les réseaux de transport urbain pour générer des flux dans ces SERM. Donc ça, c'est sur les postes d'investissement et il faut anticiper également les postes d'exploitation, les coûts d'exploitation des SERM, puisque ce sont des coûts qui vont devoir être financés. Donc si on regarde aujourd'hui ce que génère en termes de coûts par pax kilomètre les systèmes ferroviaires de proximité, on se situe à peu près entre 25 et 30 centimes. Avec un taux de couverture finalement qui reste faible. Alors en fonction des systèmes ferroviaires, entre 20 et 40% en fait de taux de couverture dans ces systèmes ferroviaires de proximité. Ce qui veut dire que les budgets de fonctionnement en fait des collectivités vont devoir augmenter. Donc on a fait un petit exercice pour regarder aujourd'hui ce que portaient les collectivités dans le financement des transports en commun et puis également du rail régional que ces territoires en fait adressent. On est à peu près à 7 milliards 5. Demain, les SERM pourraient générer, en fonction de l'ambition qu'on se donne, entre un peu plus d'1 milliard, 1,5 milliard de dépenses de fonctionnement supplémentaires. Donc c'est un saut, puisque c'est 10 à 15% de financement complémentaire qu'il va falloir apporter à la mobilité du quotidien. Donc choc d'offres et donc choc de financement à venir. Et ensuite, donc, 3 sujets en fait pour adresser en fait le sujet du financement des SERM. Il y a 3 thèmes. Alors, je crois qu'il a été introduit tout à l'heure les difficultés en fait de financement auxquelles on est confronté aujourd'hui. Il y a un impératif, c'est certainement de créer des SERM et dimensionner des SERM qui ont un bon niveau de compétitivité. À la PAX, enfin pour les initiés à la PKO, à la place kilomètre offerte. Et ça, c'est important de bien travailler ce dimensionnement des offres. Aujourd'hui, on dispose de l'ensemble des outils. On était hier à une présentation de Transdev sur ces sujets qui permettent, en fait, à partir de données mobiles, de bien comprendre, modéliser en fait les dynamiques de report modal que doivent adresser les SERM et d'avoir une dépense publique qui est efficace. Le deuxième thème, c'est évidemment la maîtrise en fait des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation. Et le troisième thème qui doit être adressé également, c'est l'équilibre entre les recettes tarifaires, les recettes générées par le système de transport et également le poids du subventionnement public. Je l'ai dit tout à l'heure, on est entre 20 et 40% en fait de taux de couverture dans le ferroviaire de proximité. Doit se poser la question de la manière dont, par des sujets d'intégration tarifaire, de stratégie tarifaire au titre individuel ou à l'abonnement, on réussit en fait à augmenter ce taux de couverture. Et il faut penser aussi que demain, et je trouve que le Léman Express est un très bon exemple, les infrastructures des SERM peuvent aussi être financées partiellement par de grands projets de développement immobilier résidentiel et immobilier commercial qui pourront participer du financement de ces infrastructures. Voilà quelques thèmes en introduction de cet échange sur le financement et la gouvernance des SERM. Merci. La parole maintenant aux régions. Et nous avons la région sud d'où est issu également M. Zulesi qui nous rappelait tout à l'heure qu'elle porte à elle seule 4 des 24 SERM labellisés. Donc, Monsieur Serrus, est-ce que vous nous entendez ? Moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez vous-même ? Oui, très très bien. Donc, je pense que vous avez une expérience particulièrement riche des problématiques de gouvernance dans les 4 SERM de votre région, avec en particulier la métropole de Marseille, qui est réputée assez complexe dans une gouvernance bicéphale et des forces qui ont plus souvent tendance à s'opposer qu'à se réunir. Est-ce que, malgré tout, le SERM peut être un vecteur de réunion entre région et métropole dans votre région ? Oui, je vous rassure. Oui, 3 fois oui. Le thème étant la gouvernance et le financement,
je vais être très direct. Pour moi, le sujet est plus sur le financement que sur la gouvernance. En 2 mots, grâce aux lois de décentralisation, puis à la loi LOM, puis maintenant à la loi SERM, je crois qu'on a bien compris que les autorités organisatrices, qu'elles soient métropolitaines, locales, d'intercommunalité ou régionales, on a aujourd'hui tous les outils institutionnels pour pouvoir travailler ensemble sur des logiques et des projets de territoire. Donc, je vous rassure, c'est vrai pour Marseille et pour Aix-Marseille, c'est vrai d'ailleurs pour les 4 territoires que nous avons. Le sujet n'est pas du tout compliqué en termes de gouvernance. On sait se mettre d'accord, la région avec son rôle de chef de file et chacun avec évidemment son autorité sur un certain nombre d'éléments qui, consolidés, agglomérés, vont constituer ces services express régionaux métropolitains. Pour faire rapidement le panorama, sur Aix-Marseille, c'est presque le plus simple d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, la métropole Aix-Marseille, une métropole polycentrée, a déjà réuni tout un ensemble d'intercommunalités qui ont précédé la métropole, c'est 92 communes, et à l'heure actuelle, le périmètre du CERM d'Aix-Marseille-Provence, il est, pas exactement, mais il est quand même essentiellement sur une seule autorité intercommunale, la métropole, et donc c'est un travail collaboratif entre l'État, la région, la métropole et un certain nombre d'autres acteurs autour. C'est complètement différent à Avignon, où on va se retrouver, mon collègue Jean-Luc Gibelin pourrait en attester, avec 2 régions, 3 départements, une communauté d'agglomération importante qui a fédéré une petite dizaine d'intercommunalités autour de son projet. Donc je dirais, en termes de gouvernance, vous voyez, ça va être presque plus simple sur Aix-Marseille, en tout cas apparemment, que sur Avignon. Sur Toulon, on est sur quelque chose d'assez intermédiaire avec une grosse métropole et qui a aggloméré un certain nombre d'intercommunalités. Là aussi, la région joue parfaitement son rôle de chef de file. On a évidemment autorité sur le ferroviaire, mais on est déjà de longue date en travail collaboratif sur l'interconnexion de nos différents services. Et Nice-Côte d'Azur, je dirais que c'est vraisemblablement un CERM déjà opérationnel aujourd'hui, puisque on a un pass sur les départements de la Côte d'Azur qui nous permet finalement d'associer à la fois notre réseau régional de TER, nos lignes régionales d'autocar express, et on a la métropole niçoise, on a les agglos de Menton, de Cannes, d'Antibes, Sophia Antipolis, de Grasse également, et plus d'autres intercommunalités qui travaillent déjà ensemble. Et grâce à notre récente ouverture à la concurrence, on a déjà sur notre réseau ferroviaire ce fameux train au quart d'heure entre Cannes et Menton, du matin 5 heures au soir 22 heures. Donc vous le voyez, les sujets de gouvernance, moi, ne me posent pas vraiment de grands problèmes, même s'il faut toujours que les autorités politiques s'accordent. Mais je veux dire qu'il y a plutôt des consensus et plutôt un travail collaboratif. Moi, je voudrais insister surtout, je ne sais pas si c'était prévu dans un deuxième temps, mais le sujet aujourd'hui, c'est le modèle économique de tout ça. Alors, ça ne date pas d'hier. J'ai entendu, j'ai assisté à la table ronde précédente. Je suis parfaitement d'accord. Les CERM n'ont pas commencé le jour du vote de l'excellente loi de Jean-Marc Zulesi, et il n'y aura pas une date, on n'est pas sur un compte à rebours avec un D-Day pour quand les CERM existeront. En fait, on est sur une accélération grâce à cette loi. Mais il y a une chose sur laquelle aujourd'hui les conditions de l'accélération ne sont pas réunies, et pourtant c'est là que évidemment on va se jouer la plupart des enjeux, c'est celui comment on finance tout ça. Parce que la trajectoire, évidemment en investissement, mais également en service.
Moi, quand on me demande de mettre au titre des trains régionaux qui peu à peu se sont transformés de trains qui reliaient les territoires à l'échelle régionale en trains du quotidien dans les intercommunalités à forte population, à forte densité de population, oui, mais comment on paye? On ne peut pas le faire avec aujourd'hui l'équilibre économique des trains régionaux. Je rappelle que nous n'avions jusqu'à un passé extrêmement récent aucune ressource fléchée. Si je prends l'exemple de la région, aujourd'hui, les trains régionaux, c'est 80% financé par le budget général de la région. Et j'ouvre une parenthèse, mais je pense que ce n'est pas le sujet de l'après-midi, ce n'est pas le versement mobilité qui va résoudre tous les problèmes. Je ferme cette parenthèse. Moi, j'ai un appel vraiment, et pas simplement comme vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais également comme vice-président du GART, à appeler très rapidement cette conférence sur le financement des Serbes était d'ailleurs inscrite dans le texte lui-même, enfin dans le débat du texte lui-même, et j'en appelle même à une prise en compte de l'ensemble du système de mobilité. Parce que je veux faire vraiment une remarque qui compte beaucoup pour nous, ici en région Sud. Il est hors de question que nous mettions tous nos moyens exclusivement sur les services express régionaux métropolitains. Il y a une excellente loi qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités, qui nous a amené à créer 12 bassins de mobilité. Un certain nombre concernent ces 4 Serbes, mais je pense tout autant à ces bassins de mobilité qui ne sont pas dans ces zones les plus denses, qui sont un peu à l'écart des interlandes directes de ces zones denses, et sur lesquelles on a également de fortes attentes, parce que la transition écologique, l'amélioration de la qualité de vie et le développement économique, ça ne concerne pas que les métropoles. Et vraiment, j'attire cette attention en disant, ne mettons pas le projecteur que sur les services express régionaux métropolitains, mettons les projecteurs sur la nécessité d'élaborer tous ensemble un modèle économique qui nous permette partout d'offrir une alternative à un système de mobilité aujourd'hui qui arrive un peu aux limites de ce qu'il peut faire et surtout qui n'est plus du tout adapté, encore une fois, à la transition écologique, à l'amélioration de la qualité de vie et avec son volet santé en particulier et au développement de l'économie et des activités. Merci, Monsieur Serrus, et donc d'avoir rappelé que pour vous, la priorité, c'est la question du modèle économique, et ceci pour l'ensemble de la mobilité et pas seulement pour les Serbes. Néanmoins, bon, je m'adresse maintenant à Monsieur Gibelin comme vice-président de la région Occitanie et pour quand même rester sur les questions de financement, mais aussi de gouvernance. Comment est-ce que vous analysez les choses, vous, par rapport aux 2 Serbes de la région Occitanie et comme vice-président de la région présidée par Carole Delga, qui s'est beaucoup battue pour obtenir ce versement mobilité dans la dernière ligne droite du débat budgétaire. Pourrez-vous aussi nous donner votre point de vue sur les enjeux de cette bataille ? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir précisé que j'aurais dû être avec vous, mais que j'ai découvert ce matin, un quart d'heure avant le départ, que pour des questions de matériel, le train n'était pas été supprimé. Donc je n'ai pas pu vous rejoindre. Peut-être par rapport à tout ce qui a été indiqué, et je confirme que c'est la position de la région, la position de la présidente de la région, mais aussi ce qu'elle a engagé au titre de Région de France, et en confirmant évidemment l'engagement qui a été le sien, mais qui a été le sien au nom du Conseil des régions. C'est le travail mené vis-à-vis du versement mobilité a été évidemment en plein accord avec l'ensemble des présidents de région.
d'abord vraiment insister sur le fait que la gouvernance, elle est aussi liée au fait que ce que nous recherchons, c'est d'abord et avant tout du service et de l'intermodalité. Et que c'est très important d'insister sur cette dimension, et c'est parce qu'il y a besoin de cette intermodalité qui est attendue par les habitantes et les habitants, qui est attendue par les ayants droit au transport, qu'il y a besoin que dans la gouvernance, tout le monde s'y retrouve, parce que l'intermodalité, elle nécessite que chacune et chacun puisse être partie prenante de ce qui est décidé. Par rapport à ce qui a été indiqué, je veux quand même insister sur le fait que, bien sûr, dans le SERM, et c'est le premier terme, la question du service, elle est déterminante, mais je suis un peu en désaccord avec ce qui était indiqué dans la table précédente. Je pense qu'il ne faut pas l'opposer à la question des infrastructures, et il ne faut pas imaginer que ces questions de service vont pouvoir se faire sans infrastructure. J'ai eu l'occasion de le dire au ministre précédent, avec lequel on a eu l'occasion de travailler sur un nombre de sujets. Nous sommes ensemble avec Jean-Pierre et lui au Gard, donc nous avons eu l'occasion de travailler avec lui avant qu'il soit ministre. C'était pas à la question au moment où il est devenu ministre. Mais la question des cars express, qui parfois est présentée comme étant une solution qui ne nécessite pas d'infrastructure, est juste pas réaliste. J'imagine que les Toulousains qui sont dans la salle partageront l'idée que si on a un car express qui vient sur l'étoile toulousaine, mais qu'il n'y a pas de voie dédiée, il aura le terme d'express à de très nombreux kilomètres avant d'arriver à son terme, parce qu'après il ne circulera plus. Donc laisser planer l'idée que il n'y a que du service, ou il n'y a que de l'organisation, et que les questions d'infrastructure seraient secondaires, me paraît pas juste. Il faut à tout prix qu'il y ait aussi des infrastructures pour l'ensemble des propositions qui sont à mener. Et bien entendu, par rapport aux éléments qui ont été donnés à l'introduction de cette table ronde, il faut avancer sur un choc d'offres. Il n'y a évidemment pas de problème, mais puisque les questions ont été évoquées et que je viens d'évoquer Toulouse, vous le savez, dans le projet tel qu'il a été présenté, nous sommes bien sur 35% d'augmentation des liaisons d'ici 2032. Donc nous ne sommes pas sur un aménagement à la marche. Il y a bien cette volonté de cette augmentation. Par contre, je partage complètement ce qu'a dit Jean-Pierre avant mon intervention. La question est vraiment celle du financement. Vous faites allusion à juste titre, et je vous en remercie, au travail qui a été mené pour le VM régional. Mais que les choses soient précises, Jean-Pierre l'a dit et je le partage complètement, le VM a été amené au départ dans la demande qui avait été faite lors du Congrès de Région de France à Saint-Malo. À l'époque, il n'était pas encore question de SERM, et il avait été amené sur la question du financement des régions qui ont, depuis la loi NOTRe, la position de leader et de coordonnateur sur les mobilités, et non pas de recettes dédiées pour les mobilités. Donc, faisons attention à ne pas aujourd'hui laisser entendre que le VM servira au SERM. Je note d'ailleurs que dans le débat parlementaire, il y avait bien une proposition d'un VM qui soit directement rattaché à la notion de SERM, mais j'ai bien cru comprendre que ce n'est pas celui qui a été retenu. Donc, ne le mettons pas aujourd'hui en opposition avec le VM régional. Le VM régional, il est important parce que les régions ont besoin d'une recette. Aujourd'hui, c'est un premier pas qui est donné. Bien évidemment, ce qui pourrait être
en recettes de ce VM est très en dessous de ce que sont aujourd'hui les dépenses des régions sur les mobilités. Il ne faut surtout pas qu'il y ait l'idée que maintenant, nous allons pouvoir tout faire avec ce que pourrait nous rapporter ce VM. Ce qui est important, c'est que le principe ait été arrêté parce que c'est légitime que la collectivité qui a la charge des mobilités puisse enfin bénéficier d'une recette dédiée en la matière. Alors, en dehors des régions, la question de la gouvernance apporte au premier chef les métropoles. Et nous avions prévu jusqu'à ce qu'elle ne fasse pas de son indisponibilité la présence d'une élue de Bordeaux Métropole. Mais nous avons dans la salle peut-être des élus d'autres agglomérations candidate au CERM, et je crois d'ailleurs que c'est le cas de Alain Caraco, vice-président du Grand Chambéry, qui est parmi nous. Est-ce qu'il peut nous apporter son témoignage sur la démarche engagée par son territoire et sur la façon dont se déroulent les discussions avec la région Auvergne-Rhône-Alpes? Merci. Je n'étais pas au programme, donc je vais vous improviser quelque chose de relativement rapide. On est sur un territoire où, je vais redonner quelques ordres de grandeur, mais j'en reparlerai lors de l'atelier. La ville de Chambéry, c'est une ville moyenne, 60 000 habitants. L'unité urbaine de Chambéry, elle fait plus de 200 000 habitants, elle est déjà sur 3 EPCI, dont 2 communautés d'agglomération. Et l'aire d'attraction de Chambéry, elle dépasse les 260 000 habitants et elle s'étend sur 3 départements. Donc il est évident qu'on n'est pas dans la situation simple de la métropole unique pour gouverner tout ça. C'est pour ça notamment que nous avons créé un syndicat mixte qui fonctionne depuis pas très longtemps. On l'a installé à l'automne, il en est à tous ses débuts, qui s'appelle le CIMOS. Vous avez un nouveau sigle à retenir, c'est le syndicat des mobilités de l'Ouest savoyard. Son nom est sciemment imprécis parce qu'on sait très bien que les 3 EPCI représentent, on va dire, 240 000 habitants à peu près sur l'aire d'attraction de Chambéry, mais qu'il y a d'autres territoires qui aujourd'hui n'ont pas la compétence mobilité, mais qui seront concernés par le CERM. Et sait-on jamais, le périmètre du CIMOS est tout à fait susceptible de s'étendre dans les années à venir. Alors, pour la gouvernance, donc, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Au niveau, en effet, de la relation avec la région, il me semble que, quelles que soient les couleurs politiques, elle est quand même bonne. Notamment parce que la région a choisi de soutenir ensemble ces 6 projets de CERM. Et je crois qu'on travaille bien main dans la main. Les questions de financement, en revanche, oui, on est au tout début des questions qu'on se pose. Grand Chambéry, qui est le plus grand des EPCI donc, du territoire du CERM, est à son maximum de versement mobilité, à 20%. À 2%, pardon. Voilà. Et du même coup, non, je pensais aux augmentations possibles de 20%, mais non, voilà. Non. On aurait bien, on en aurait utilisé qu'une infime partie. Non, on est à 2% maintenant, donc on ne pourra pas aller plus loin. Ça veut dire également que les versements, les excroissances de VM qu'on pourrait avoir dans un syndicat mixte FCRU, on n'en fera rien, vu qu'on a déjà atteint le plafonnement. Donc voilà, c'est vraiment notre question principale. Après, moi j'ai beaucoup aimé, c'était dans la table ronde précédente, mais le discours de Thomas Allary, ça aurait pu être le mien. On n'attend pas d'avoir un truc génial en 2040. On va commencer à sortir des choses dès la fin de l'année pour faciliter, on va dire, les relations hors ferroviaire, parce qu'on n'a pas la main dessus, entre les territoires qui composent le CIMOS. Et puis, dès qu'on sera capable de faire quelque chose sur le ferroviaire, et le 11, c'est la région, SNCF Réseau et puis SNCF Mobilité, il faut qu'on le fasse.
Et quelle est la chose la plus urgente à faire? C'est boucher les trous dans la grille horaire. C'est-à-dire que sur la liaison Aix-les-Bains-Chambéry, on peut avoir 4 trains dans l'heure et puis pas de train pendant 1h30. Et Chambéry-Montmélian, qui est le barreau sud, peut avoir 5 trains dans la demi-heure et puis pas de train pendant 1h30, voire 2 heures. Donc le problème, il est là. Il semble que ce soit pas si compliqué à faire. J'entends en matière d'infrastructure et de matériel roulant. C'est sûrement un peu plus compliqué en matière de recrutement de personnel, de maintenance des infrastructures et de maintenance du matériel. Mais je veux dire, on a par exemple prévu 4 ou 5 haltes supplémentaires sur notre SERM. On ne les attend pas pour 2030. On en aura peut-être une entre 2030 et 2035, 2 entre 2035 et 2040, et ainsi de suite. Mais on ne va surtout pas attendre que tout soit prêt, point de vue investissement, pour commencer. Sinon, on promettra qu'on va commencer à faire des choses au mandat suivant, et ceux du mandat suivant promettront qu'ils vont commencer à faire des choses au mandat d'encore après. Merci beaucoup. Est-ce que je peux également... Mais alors, chapeau pour l'improvisation. Est-ce que je peux également demander à monsieur Jean-Charles Colas de Citral Mobilité de s'exprimer pour la métropole de Lyon? Peut-être aussi de dire un mot sur comment cette métropole regarde ce versement mobilité, puisque les intercommunalités de France et France urbaine se sont inquiétées d'une ponction sur une ressource qui est déjà en tension et qui est rare pour un enjeu financier qui lui paraissait faible. Monsieur Colas? Merci, bonjour à toutes et tous. Alors je crois que globalement on a des problématiques très différentes d'un SERM à l'autre ou d'un territoire à l'autre, on va dire. La région métropolitaine lyonnaise est un petit peu différente de celle de mon camarade de Chambéry, que je connais depuis longtemps. On s'approche quand même beaucoup plus d'Île-de-France Mobilité. Notre problématique, elle est de presque 4 millions d'habitants, d'un nœud ferroviaire lyonnais qui est le nœud le plus complexe de toute l'Europe en termes de circulation ferroviaire et de travaux qui auraient dû être lancés depuis 15 ans par l'État sur l'infrastructure ferroviaire et qui traînent toujours. Et on est sur quand même 10 milliards d'euros à peu près d'investissements nécessaires sur le plan ferroviaire si on veut arriver un jour à faire ce vrai SERM. Alors on a travaillé depuis très longtemps sur ces sujets-là. On a déjà beaucoup d'études et beaucoup de projets. On a une visibilité assez claire de ce qui pourrait venir dans les 10-15 ans qui viennent. Mais on est dans cette problématique-là. À côté de ça, les AO urbaines, puisque c'est à ce titre-là que je suis là, Citral Mobilité, c'est 2 millions de voyages par jour. Et 1,5 milliard de budget annuel. Et 700-800 millions d'euros, je crois, d'investissement cette année sur des lignes fortes de transport collectif. On a un peu plus de 500 millions d'euros de versement mobilité chaque année. Donc effectivement, on n'a pas les mêmes problématiques. Très honnêtement, nous, pour continuer d'améliorer notre service de transport urbain, de rajouter des lignes de car à haut niveau de service dans les territoires périurbains, puisque notre territoire, c'est tout le département du Rhône, on a besoin de plus de versements mobilité. On avait demandé le déplafonnement du VM pour être non pas traité comme Île-de-France, mais un peu plus équilibré. Et on trouve que c'est anormal que les entreprises payent le même VM quand elles sont en banlieue à Saint-Priest ou à Corba, par exemple, avec très peu d'offres, ou à la Part-Dieu où il y a plusieurs lignes de métro, de tram, etc. Ça nous a donc été refusé pour la énième fois, reporté. Moi, les choses sont très claires. Hein. Pour faire vivre mon réseau, j'ai besoin de VM en plus. Si j'en ai pas, j'aurai 0 € pour les SERM. En tout cas, j'aurai 0 € pour la partie ferroviaire, parce que, évidemment, il faut d'abord que je serve mes usagers. Et pourtant, j'ai très envie, enfin ceux qui sont dans la salle et qui me connaissent depuis bientôt 20 ans pour certains, de développer le ferroviaire périurbain, parce que c'est la solution pour le périurbain. Mais c'est pas mon territoire. Donc moi, je suis prêt à les financer au-delà de mon territoire, et y compris participer à l'exploitation du ferroviaire aux côtés de la région.
Mais si c'est la région qui me ponctionne 50 millions d'euros de VM sur mon territoire et moi zéro, l'équation elle est claire, hein, et le résultat il est clair. Donc pour moi, en l'état actuel des discussions, politiquement, le gouvernement et le Parlement ont mis un frein, pour pas dire un coup d'arrêt, à la participation de Citral Mobilité au développement du ferroviaire sur le périmètre de la région métropolitaine lyonnaise. Alors, merci pour ce point de vue très différent de ce qu'on a entendu jusqu'ici. Alors, on a parfaitement tenu le quart d'heure, et s'il y a des questions soulevées par ces différentes interventions, c'est le moment c'est le moment. Et donc, je vois un doigt qui se lève. Est-ce que la régie peut apporter? Bonjour à tous, Fabrice Waro, donc conseiller régional de l'île de la Réunion. Je vous remercie tout d'abord d'avoir parlé plusieurs fois de l'île de la Réunion et de notre projet. Je voulais intervenir sur la table ronde d'avant, puisque d'abord poser une question à M. Soulesi, mais bon, ça sera pour une prochaine fois, et pour surtout intervenir sur l'intervention de M. Jacquin, je crois, c'est ça? Monsieur Jacquin a parlé de son amendement au PLF, et il a dit que tout le monde pouvait en être content. Il a dit que cela rapporterait 400 milliards, c'est ça? 400 millions, c'est ça? Oui. À partager entre 13 régions. Ben écoutez, 13 régions, on peut dire 13 régions métropolitaines. Et c'est bien là le problème, et c'est là notre problème, et c'est là le souci qu'a l'ensemble des Outre-mer, c'est qu'avant de commencer à se battre pour un projet, il faut se battre pour savoir si on est vraiment français. Parce que les eaux territoriales, c'est super. Hein, l'immense territoire que possède la France dans le monde entier, c'est super. Mais quand il s'agit d'aider les territoires ultramarins à développer leurs projets, et notamment ici, projet mobilité, là, il faut vraiment chercher. Nous avons la triple peine. Il y a une quarantaine d'années, des politiques de l'ancien temps ont supprimé notre train. Déjà, c'était une erreur historique. Ensuite, l'État n'a rien fait pour financer de nouveaux projets ferrés sur les territoires ultramarins et notamment à l'île de la Réunion. De ce fait, deuxième punition, nous n'avons pas les financements liés au ferroviaire. Et là maintenant, hier a été voté le PLF 2025 et l'amendement de M. Jacquin précise sur le territoire métropolitain en dehors de la région Île-de-France et sur le territoire de la collectivité de Corse. Voilà. Voilà cet amendement qui, je peux m'en réjouir, vont apporter une VM régionale importante, etc. Super pour toutes les régions métropolitaines. Qu'en est-il des régions d'outre-mer? Voilà. Maintenant, pour une note de positivité, parce qu'on n'est pas là pour se lamenter, on va continuer à se battre comme on le fait depuis des décennies, pour avoir ce qu'on doit avoir. Vous savez, à l'île de la Réunion, il a fallu qu'on se batte 50 ans pour avoir l'égalité sociale entre les foyers métropolitains et les foyers réunionnais. Avant 1995, les foyers réunionnais touchaient 20% d'allocations de moins et toutes sortes d'allocations étaient inférieures aux familles françaises de bons nés dans le bon territoire. Mais on n'est pas là pour faire de la politique, enfin un petit peu quand même. Mais j'aimerais finir par une note de positivité en vous disant qu'on avance sur notre projet et on compte bien le déposer très prochainement pour la labellisation. Et je compte sur effectivement tous ceux qui peuvent jouer un rôle dans cette bataille, et notamment M. Soulesi, même si il n'est plus aujourd'hui en charge de ces questions, puisque
il a eu un contretemps électoral, mais nous aimerions bien que la prochaine fois, quand nous venons vous voir, et nous vous remercions de pour l'organisation de cet événement, que sur les cartes qui sont présentées avec les 24 projets labellisés, que la réunion ne soit plus teintée en jaune mais en vert. Et on fera tout pour. Merci. Est-ce que, Monsieur Gibelin, vous avez un éclairage sur le pourquoi de cette limite territoriale au versement métropolitain qui exclut l'outre-mer? Madame Bello, la présidente de la Réunion, est membre de l'Association des régions de France, et je suppose qu'elle a dû en parler à Carole Delga. Et comment se fait-il est-ce que vous avez des éléments d'explication? Oui, la demande de Régions de France a toujours été sur l'ensemble des régions, puisque l'association des régions de France, c'est bien sur la totalité des régions et pas uniquement sur les régions métropolitaines. C'est une des discussions qui ont duré depuis de nombreuses semaines, pas dire de nombreux mois. De ce que j'ai compris, c'est qu'à un moment donné, l'acceptation qui a pu être faite, et en particulier par Bercy, d'avancer sur un VM régional, a été sur le périmètre des régions métropolitaines. Mais ce n'était pas la demande de l'Association de régions de France, et ce n'était donc pas la demande de la présidente. Elle a eu l'occasion d'ailleurs à plusieurs reprises de s'exprimer vis-à-vis de l'ensemble des régions, et singulièrement des régions d'outre-mer. Donc il n'y a pas d'ambiguïté en la matière. Je crois même me rappeler que dans la première version, l'amendement dont aujourd'hui, dont a été issue la loi qui a été arrêtée hier, dans sa première version, l'amendement ne précisait pas les régions métropolitaines. Donc, les auteurs de l'amendement n'avaient pas au départ limité aux régions métropolitaines. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une dernière si vous me permettez un mot de plus par rapport aux questions financières. J'ai bien entendu ce qui a été indiqué tout à l'heure par le représentant du Cistral. Je pense que la question du financement des mobilités est une question qui est posée depuis longtemps, et elle n'a pas à se poser en opposition entre les collectivités. En tout cas, ce n'est pas la démarche qui est la nôtre. Je peux dire la nôtre. Je regarde Jean-Pierre et je sais que son hochement de tête confirme que c'est bien une position commune. La difficulté, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'autres réponses. Et pour l'instant, la seule ouverture faite par deux gouvernements, puisque ça a été le cas des deux derniers, du précédent et du gouvernement actuel, a été de dire on peut envisager une solution uniquement dans le cadre d'un versement mobilité. Si d'autres sources de financement étaient proposées, elles seraient évidemment regardées avec intérêt. Mais pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Donc, je crois que l'intérêt de l'ensemble de celles et de ceux qui sont attachés aux mobilités, c'est de s'assurer que les différentes collectivités qui ont en charge des mobilités puissent avoir un niveau de recettes. Je le redis, le niveau de recettes qui est aujourd'hui annoncé avec le versement mobilité régional n'a vraiment rien à voir avec l'ensemble du versement mobilité perçu par les agglomérations et les métropoles. Et quand je dis qu'il n'a rien à voir, il est très 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 nettement inférieur. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur cette question. On est vraiment dans des domaines qui sont sans comparaison possible. Si vous me le permettez,
Est-ce que je peux intervenir au nom du GART, du groupement des autorités responsables des transports, pour aller dans le sens de ce que vient de dire mon collègue Jean-Luc Gibelin? Oui, monsieur Cyrus. Évidemment, on détaillera tout ça au moment de la conférence sur le financement. Mais des pistes, il y en a même une dizaine qui ont été très clairement détaillées par le GART. Il y avait le sujet du versement mobilité, et il y avait une action sur la TVA. Je pense qu'on pourrait passer une après-midi à se poser la question pourquoi, alors que nous recherchons des financements, la TVA qui est appliquée sur nos services de transport et ce qu'elle est, et il y a bien d'autres sujets. Donc vraiment, je veux dire, et en particulier en m'adressant au monde économique, qu'il ne voit pas dans ce qui a été décidé dans un premier temps, l'alpha et l'oméga du financement. Ce n'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, toute autorité responsable des transports confondus, c'est qu'il y ait un véritable aggiornamento du système de financement des mobilités. Je vous rappelle que lorsqu'on fait la somme de tout ce qui est taxé, ponctionné sur ce qui circule, le président du GART, notre ami Louis Nègre, le répète régulièrement, c'est 60 milliards d'euros. Voilà, donc ces 60 milliards d'euros, évidemment, ils ne sont pas fléchés sur les transports. Si les transports sont une priorité, elle l'est régionalement, elle l'est localement. On sait les efforts qui sont faits dans les territoires. Je dois constater qu'aujourd'hui, elle ne l'est ni nationalement, ni européennement. On pourrait aussi se poser la question aujourd'hui de l'effort qui est fait dans l'hémicycle européen sur le financement des infrastructures, notamment dans les corridors privilégiés. Donc vraiment, ce sujet du financement est absolument essentiel. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Cyrus. Je ne sais pas s'il y a un éclairage possible par rapport à la conclusion assez glaçante de ce que disait M. Colas, à savoir que ce versement mobilité ferme la porte aux investissements de modernisation ferroviaire. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une réponse à cette inquiétude ou cette angoisse lyonnaise? Moi, si je peux donner un élément quand même, oui. Parce qu'il y a eu un débat assez long au sein du GART, les régions, il parle évidemment sous le contrôle de Jean-Luc, qui a la représentation de régions de France aujourd'hui, mais ça a toujours été très clair, rien de la part des régions ne devait gêner le fonctionnement des métropoles et le fonctionnement des intercommunalités. On est tous d'accord aujourd'hui pour dire ce n'est pas en allant grappiller chez les uns et chez les autres, au détriment des autres, qu'on va trouver une solution. Moi, ce que je veux dire concernant je n'ai pas trouvé que c'était une conclusion glaciale. Je dis simplement que je comprends qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau d'une intercommunalité ou du Citral, sur un territoire aussi important, que ce soit sur ma région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce que nous constatons, c'est qu'on a besoin d'un modèle économique qui nous permette de gérer correctement ce choc d'infrastructure et ce choc de services. Aujourd'hui, le compte n'y est pas, que ce soit au niveau des intercommunalités locales, que ce soit au niveau des régions. Merci infiniment.